Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Le 2 juin 2021, j'ai rencontré Olivier Amand, chercheur en biologie physique et modélisation informatique à l'École normale supérieure de Lyon. Il s'intéresse notamment à la forme des plantes et à la biophysique associée. Nous avons parlé de l'exemple du vivant pour bâtir des villes résilientes et de la stratégie de la sous-optimalité. De belles pistes d'inspiration pour nous, vous verrez, et aussi une invitation à suivre ces cours en ligne dont vous trouverez les références dans la description de l'épisode. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur Dixit.net. Bonne écoute. Olivier Amand, bonjour. Bonjour. Olivier Amand, vous êtes chercheur au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'École normale supérieure de Lyon. Votre travail oscille entre biologie, physique et modélisation informatique et vous vous intéressez notamment à la forme des plantes et à la biophysique associée. Autant vous dire que vous avez peu de raisons d'être là dans ce podcast dédié à la ville et à ses transitions, si ce n'est que vous avez commencé à tracer des liens entre nature et humanité avec une forte appétence pour nos villes. En fait, j'ai découvert il y a plusieurs mois votre travail au travers des enregistrements de la première version de votre cours intitulé « La résilience du vivant » ou « Comment construire sur ses faiblesses pour coexister dans l'anthropocène ». Donc, c'est un cours de l'École urbaine de Lyon. On mettra évidemment le lien qui va bien dans les commentaires de ce podcast. Alors, nous allons donc échanger autour des pistes que peut nous donner le vivant pour bâtir des villes résilientes. Mais avant cela, peut-on revenir sur ce thème d'anthropocène ? Alors, quel est ce temps si particulier que nous commençons à vivre ? Alors, j'aime beaucoup le mot anthropocène, même si c'est un mot qui fait beaucoup débat, mais c'est un mot intéressant. Ça vient de la géologie, typiquement avec la fin en scène, c'est pour les aires géologiques. Mais en fait, c'est le moment, une première lecture, ce serait de dire que c'est le moment où l'humain a une empreinte planétaire. Donc, il a pris le contrôle de toute la planète. Il y a une fusion nature-culture. L'humain est partout. Donc, ça, c'est la première version, disons, un petit peu simpliste de l'anthropocène. Mais il y a une deuxième version qui est plutôt de dire que l'anthropocène, c'est le moment où l'humain se rend compte qu'il est dans une gigantesque rétroaction, en fait. Et donc, c'est plutôt les impacts sur l'environnement, en fait, que l'humain voit, en fait, qu'il déclenche et qu'il voit. Et du coup, il réalise qu'il arrive qu'il est sur une planète qui est finie, spatialement, et aussi que les impacts sont tellement importants que sa trajectoire elle-même est limitée, quoi. Donc ça, c'est un peu la deuxième version de l'anthropocène. Et enfin, la conclusion finalement sur l'anthropocène, c'est que c'est pas vraiment le moment où l'humain prend le contrôle de la planète, c'est plutôt le moment où l'humain se rend compte qu'il perd le contrôle. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est le moment où il comprend que l'environnement n'est pas que son contexte, mais que finalement il fait lui-même partie de la nature et qu'il est en train de perdre l'équilibre. Exactement. Alors, autre mot valise après l'anthropocène, peut-être plus fréquemment utilisé ces derniers temps, notamment évidemment avec l'impact de la pandémie, celui de résilience. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ou en tout cas, quand vous employez ce terme-là, puisque je pense qu'on va l'employer pas mal pendant cette émission, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de résilient, et puis pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être résilient finalement ? Oui, alors la résilience, en effet, c'est un mot qui est beaucoup sorti pendant la période de Covid, mais qui était là depuis longtemps. Enfin, résilience, en fait, ça vient du latin resilire, rebondir. Donc, c'est cette capacité à rebondir. Mais moi, j'en ai une définition assez large, en fait, de la résilience. Pour moi, c'est la robustesse à long terme. Donc, la robustesse, c'est quand on est capable de maintenir les paramètres d'un système constant malgré les fluctuations de l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on garde une sorte de constance, de stabilité, malgré les fluctuations extérieures. Et du coup, ça implique à la fois la capacité à s'adapter, mais pour moi aussi la capacité à se transformer. C'est-à-dire qu'en fait, cette adaptation, elle est relative, quoi. Si les conditions de l'environnement sont telles qu'il faut changer, on va changer, en fait. Et donc, pour moi, c'est tout ça, la résilience. Alors après, certains ont des définitions plus ou moins strictes, mais bon, j'ai une définition large.
Oui, mais notamment, il y a cette définition spontanée qui est de se dire résister, et résister au choc, donc plutôt au coup, à l'accident de parcours. Là, finalement, on est plutôt dans le modèle adaptatif, c'est-à-dire on va apprendre à la fois du choc, mais peut-être de transformation aussi plus durable, plus longue, plus progressive du contexte. Finalement, voilà, être adaptatif, c'est savoir s'adapter à son environnement, même si le terme devient de plus en plus difficile à employer, puisqu'on en fait partie. Voilà. Donc c'est apprendre à s'adapter au choc certes, mais plus globalement au changement. Alors vous avez bien compris que on ramène tout à la ville, mais avant de s'égarer dans ces parallèles-là, moi je voudrais que vraiment on prenne le temps, parce que c'est un moment qui était vraiment intéressant pour moi d'apprentissage en écoutant votre cours, qu'on revienne vraiment au vivant et plus exactement aux plantes. Je crois que c'est votre spécialité. Et les stratégies qu'elles mettent en place pour être résilientes. Donc, non pas que pour résister au choc, on l'a bien dit, mais pour apprendre finalement de tout ça et s'adapter sur un plus long terme. Alors, sur le vivant, il y a en effet une grande leçon. En fait, si on devait le résumer avec une chose, c'est que en fait, ça ne suffit pas de s'adapter. Il faut être aussi adaptable. Et cette petite différence qui est subtile, mais ça change tout en fait. Alors, vous allez nous expliquer cette différence. C'est en effet subtil. C'est subtil, mais c'est. Alors, je peux peut-être commencer par quelque chose qui n'est pas chez les plantes, mais qu'on peut voir dans le sens commun, quoi. Si on se dit par exemple qu'il y a une augmentation de température de 2 degrés d'ici 10 ans, 20 ans, voilà, si on est capable de le formaliser, ça, du coup, on peut s'adapter à 2 degrés. On sait ce qu'il faut faire pour vivre avec plus de degrés. Donc ça, c'est s'adapter. Le problème, c'est que quand on dit ça, ça veut dire, c'est comme si on savait exactement tout ce qui va se passer quand il y a plus de degrés. Or, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas. En fait, l'anthropocène, c'est l'ère de l'incertitude. En fait, c'est ce que je dis souvent, notre seule certitude, c'est le maintien de l'incertitude. Et quand tout devient incertain, être adapté, ce n'est pas suffisant. En fait, il faut être adaptable, c'est-à-dire être capable de s'adapter à quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et ça, c'est une très, très grosse différence. Alors, évidemment, c'est ce que fait le vivant. Le vivant est capable de s'adapter à l'incertitude. En fait, c'est un très bon exemple de gestion de l'incertitude, le vivant. En fait, le vivant gère en permanence l'incertitude et il se construit sur l'incertitude. Donc, c'est encore plus fort. Donc, on est sur la différence entre se préparer à la crise, par exemple, comme on le fait dans les mondes urbains, s'organiser, anticiper, modéliser une inondation, se préparer pour l'éviter, mais aussi se préparer au choc, s'organiser, faire des entraînements, etc., etc. Souvent, on emploie ce terme on emploie le terme de résilience pour ces cas-là, c'est-à-dire non pas l'inconnu, mais le choc dont on sait qu'il va venir, on ne sait pas exactement quand. Il peut y avoir des variations sur le même thème, mais globalement, on sait l'anticiper. C'est pas la même chose que être prêt à n'importe quoi, être prêt à tout, et finalement ne donc plus être prêt à rien et pas se préparer, mais être adaptable en général. Ouais. Exact exemple. Donc ça veut dire qu'en fait il faut, la base c'est d'élargir beaucoup les marges de manœuvre, par exemple. Donc là, je peux prendre un exemple dans le vivant, parce que alors les plantes, pour ça, c'est presque trop magique pour être vrai. Les plantes, donc, par exemple, la photosynthèse, c'est un de mes exemples favoris. Donc la photosynthèse, c'est la capacité des plantes à transformer l'énergie lumineuse et des gaz, le CO2 et l'eau, en fibres. En gros, faire du sucre, avec ce sucre, on fait de la cellulose, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même déjà extraordinaire. Et c'est quand même la base de la plupart des écosystèmes sur Terre. Ça doit être plus de 99% des écosystèmes dépendent de la photosynthèse. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, c'est la planète bleue, mais c'est un monde vert. C'est la photosynthèse qui fait notre civilisation. Et cette photosynthèse, on pourrait se dire, voilà, ça existe depuis 3 milliards d'années. Ça a eu le temps de s'optimiser, d'être au top, d'être hyper performant. Eh bien, pas du tout, parce que la photosynthèse, son rendement, sa capacité à capter la lumière, c'est 1%.
Et c'est même moins de 1% quand on le mesure dans les champs. Hein. En fait, c'est 2% en version théorique et moins de 1% quand on la mesure dans les champs. Donc ça moins qu'un panneau solaire qui pourtant est bien moins. Voilà, exactement, bien moins qu'un panneau solaire. Mais en fait, le panneau solaire qui est fait avec des terres rares, donc il va avoir un rendement à 20-30%, ça peut même monter jusqu'à 50% dans certains cas. Mais en fait, si on prend en compte le fait que c'est pas du renouvelable et tout ça, en fait, si vraiment on voulait faire des panneaux solaires avec de la matière organique, avec du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, voilà, on arriverait à un rendement de 1%. Hein. En fait, c'est presque une limite indépassable, quoi. Et ça veut dire que le vivant garde 99% de marge de manœuvre. C'est ça, en fait. Et quand il fait son 1% de rendement. Et ça, c'est quand même, ça doit nous dire quelque chose, quoi. Et inversement, ça veut dire que nous, quand on veut augmenter notre rendement, ben, probablement qu'on prend des risques. En fait, c'est un peu l'idée que quand on optimise, on se fragilise, en fait. Alors, il y avait une référence, notamment par rapport à ça, sur des choix de semences. Oui. C'est à un moment, quelque part, quand on plante du blé, il y a différents types de semences, de ce que j'en ai compris. Et selon la semence qu'on choisit, elle va être plus ou moins adaptée au climat qu'il va faire. Sauf que comment l'anticiper si on a un changement de saison un peu plus brutal, s'il fait un peu plus chaud, un peu plus sec, etc., etc. On peut finalement avoir fait un mauvais pari avec là l'idée qu'en multipliant ses chances, en sous-optimisant, pour aborder ce thème-là qui me semble important. On peut finalement singer ou copier les stratégies de la nature. Absolument. De façon, quoi qu'il arrive, à ce qu'il se passe quelque chose de correct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui. Alors, en effet, c'est un bon exemple, les semences, parce que c'est là, on est allé très, très loin dans la performance. Disons, si je prends l'exemple de l'agro-industrie, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on sème une seule espèce et on la met donc dans un champ. Et dans ce champ, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on annule les fluctuations environnementales. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sème une seule variété et on met de l'engrais, on met des pesticides, on sème les plantes pour qu'elles soient espacées comme il faut, etc. Donc, en fait, on a annulé les fluctuations environnementales, pas jusqu'à un certain point, évidemment, on ne va pas annuler la tornade de passage ou l'incendie, mais bon, grosso modo, donc on a fait on pourrait être sur Mars, quoi, grosso modo, c'est complètement déconnecté de la Terre. Et donc ça, c'est très, très performant. Mais c'est hyper fragile. C'est hyper fragile parce que il suffit qu'il y ait un virus qui tombe dans ce champ-là, vu que c'est génétiquement homogène, on va tuer tout le monde, quoi. Le rendement sera à zéro, quoi. Donc c'est là où on retrouve le terme d'optimisation. On a hyper optimisé ce système-là, on l'a simplifié, optimisé, sauf que quand l'imprévu arrive, forcément ça se passe pas si bien. Voilà, exactement. En fait, on sait qu'en fait l'optimisation par construction, c'est une impasse, en fait. C'est que c'est malheureux que le mot optimisation, ça soit très positif, c'est presque optimiste, mais en fait c'est une impasse. L'optimisation, en fait, on s'enferme dans une voie, quoi. Et après, vous êtes en train de nous dire que tout le temps qu'on passe à optimiser nos processus, nos organisations, nos surfaces dans nos bâtiments, nos flux logistiques, etc., le just in time, tout ça serait une impasse. C'est une impasse à long terme. En fait, c'est très performant à court terme. C'est qu'on est récompensé. En fait, ça marche très, très bien pendant la guerre, notamment. Pour prendre un exemple un peu lourd, c'était que pendant la guerre, il faut absolument optimiser parce qu'il faut aller très vite contre un ennemi. Et du coup, en général, c'est des grands moments d'optimisation industrielle. En fait, c'est là qu'il y a eu des sauts technologiques énormes. C'est pendant la guerre et c'est parce qu'on a voulu optimiser. Et là, ça, c'est rationnel quelque part. Le problème, c'est que quand la paix revient, on reste sur ce niveau d'optimisation et on continue à optimiser alors qu'il n'y a plus de raison. Et donc, l'histoire de la révolution verte, là, des champs et de la simplification génétique, c'est typiquement de l'optimisation qui est allée trop loin. Donc, c'est de la suroptimisation. Mais bon, l'optimisation appelle l'optimisation. Donc, forcément, au bout d'un moment, on suroptimise et du coup, ça devient une impasse. Alors, pour revenir sur ces semences, justement, une suroptimisation génétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement simplifié le contexte, finalement, l'environnement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, on n'a pas simplement transformé notre champ en espace de laboratoire dans lequel on essaie de contrôler l'ensemble des variables, mais en plus, on a choisi, on a une sélection, voire un peu plus génétique, des semences qui sont adaptées à tout ça. Et c'est donc une stratégie risquée. Et quelle est la stratégie sous-optimale aujourd'hui qui permet en tout cas d'être donc plus résilient, plus prêt à tout, finalement, qui pourrait être adoptée?
Eh ben alors la stratégie sous-optimale, en fait, c'est de plus viser la performance, mais de viser la robustesse. Et du coup, ça veut dire qu'on a compris que si la valeur clé du 21e siècle, c'est l'incertitude, il ne faut pas répondre par la performance, mais il faut répondre par la robustesse, en fait. C'est que à incertitude, on répond par robustesse. Alors, comment on fait de la robustesse? On peut s'arrêter sur ce terme déjà de robustesse? Oui. Je crois qu'il n'est pas aussi évident que ça. D'accord. Alors c'est ça. Donc la robustesse, c'est en gros, ça veut dire qu'on est capable de prédire quelque chose de stable, même si l'environnement fluctue. Donc on est capable de dire, là, je suis sûr que dans 50 ans, dans 100 ans, j'aurai le même rendement, quoi. Ça, c'est quand même assez incroyable de pouvoir dire ça. C'est l'antifragile de certains. On est voilà, exactement, c'est ça. On est là-dedans, d'accord. Exactement. En fait, c'est créer les conditions d'une certaine solidité. En effet, donc c'est ça la robustesse finalement. Et donc dans le champ, donc il y a plein de façons de faire. Heureusement d'ailleurs, il y a plein de variétés possibles. Mais une façon de faire que j'aime bien, moi, c'est les mélanges variétaux. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de semer une variété qui est au maximum de la performance, on sème plutôt 3 variétés de blé, par exemple, qui ont tous leurs défauts. Elles sont pas idéales, elles sont pas hyper performantes. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est qu'elles vont s'entraider, en fait. Il va y avoir une communication entre les différentes variétés. Et le fait d'avoir de l'hétérogénéité au champ, ça va créer une coopération, vraiment une coopération biologique, et qui va ajouter de la robustesse. C'est-à-dire que le champ va mieux résister à la sécheresse et va mieux résister aux pathogènes, juste parce qu'on a mélangé 3 espèces différentes, enfin 3 variétés différentes. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la performance maximale d'une monoculture. Il ne faut pas espérer avoir les mêmes rendements. C'est-à-dire qu'on va avoir un rendement un peu plus faible, mais par contre, il y a la garantie de la stabilité. Et bon, pour moi, il n'y a pas photo. Au XXIe siècle, surtout, c'est ça qu'il faut faire. Alors, on va voir comment s'égarer et s'inspirer de ça, mais ça, c'est une des stratégies, cette robustesse de la nature ou du vivant, plus exactement, sur les plantes. Elle se traduit par sous-optimalité. Quels sont les autres termes ou les autres concepts ou les autres stratégies qui sont déployées par le vivant? En fait, c'est un peu derrière cette sous-optimalité. En fait, il y a l'idée de se construire sur ces fragilités. Donc, en fait, d'utiliser des facteurs qui, pour nous, seraient pas prioritaires pour dessiner une stratégie de performance, quoi. Donc, ça veut dire qu'on construit de la robustesse avec de l'aléatoire, avec de l'hétérogénéité, avec des lenteurs, avec de l'incohérence. Donc, en fait, des tas de choses qui, paraissent pas très positives comme ça. Et pourtant, c'est ce qui fait le vivant, c'est ce qui fait la robustesse du vivant, c'est ça, en fait, la résilience du vivant, elle se construit sur ces propriétés-là, donc l'aléatoire, hétérogénéité, lenteur, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça ouvre le champ des possibles. Donc, typiquement, l'aléatoire, ça ouvre plus de possibilités que si on a quelque chose de très déterministe. Et donc, du coup, on est capable de s'adapter s'il y a une part d'aléatoire dans ce qu'on fait. Donc, le vivant est très aléatoire. Et c'est vrai pour tous, quoi. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ces faiblesses sont souvent en contradiction les unes avec les autres. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'aléatoires, mais il y a aussi beaucoup de redondance. Et donc, s'il y a beaucoup d'aléatoires, on ouvre beaucoup le champ des possibles, mais s'il y a beaucoup de redondance, du coup, ça limite aussi le champ des possibles de l'aléatoire. Donc, les deux sont en contradiction, et c'est ça qui crée de l'autonomie. Et c'est ça qui fait de la robustesse au final. Alors, il faudrait donc prôner la redondance. Autant vous dire que beaucoup vont crier. C'est pas éviter d'optimiser nos processus, etc. En même temps, on a eu quelques exemples. On l'a vu avec des flux logistiques perturbés. Finalement, cet aléatoire, le virus et ses variants est une bonne démonstration. Cette capacité d'évitement et d'adaptation du vivant. Là, pour le coup, le virus, et pour le coup, on en aimerait un petit peu moins de capacité d'adaptation, mais voilà, on retrouve. C'est ça qu'on retrouve là, par exemple, c'est l'aléatoire qui rentre en ligne de compte. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a donc le vivant, lui, il fait son job, en fait, toujours pareil, aléatoire, tout ça, il explore les possibles et il est capable de s'adapter à peu près à tout. Et nous, on a tendance à répondre en voyant le monde un petit peu comme si on le voyait à travers le chat d'une aiguille, quoi. C'est-à-dire qu'on voit les choses de façon très réduite et on essaie de trouver la solution. Donc ça, le vivant ne fait jamais ça. En fait, je pourrais le dire encore plus simplement, c'est que le vivant n'est ni efficace ni efficient.
C'est que efficace, ça veut dire atteindre son objectif, et efficient, c'est avec le moins de moyens possible. Le vivant, il n'a pas d'objectif. Ça, depuis Darwin, on sait qu'il n'y a pas d'intention. C'est la sélection naturelle. Il y a une trajectoire qui se voit a posteriori, mais il n'y a pas a priori de trajectoire. Il n'y a pas d'objectif. Et il n'est pas non plus efficient parce que le vivant gâche énormément. Je prenais l'exemple de la photosynthèse qui gâche 99% de la lumière et qui n'en prend que 1%. Donc, c'est un cerisier qui est couvert de cerises et finalement, on va avoir peu de cerisiers derrière qui vont être produits, mais sans doute un ou deux, quoi qu'il arrive. Voilà, exactement. En fait, il pourrait en faire théoriquement beaucoup plus, mais le fait qu'il en fasse, qu'il fasse ce qu'il fait, ça, on rentre dans la gamme d'adaptabilité, quoi. Alors, on le voit bien, les limites. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris aussi conscience d'un certain nombre de fragilités, que ce soit évidemment par la pandémie ou des illustrations un peu cruelles, comme l'histoire de ce porte-conteneur qui a loupé sa manœuvre dans le canal de Suez et qui finalement a bloqué l'économie mondiale pendant quelques jours. C'est une bonne illustration des fragilités d'un système qui est suroptimisé et sur lequel on n'a pas de voie alternative. On a concentré les flux, on a spécialisé des territoires. Et conclusion, quand il y a un incendie, quand il y a un incident, quand il se passe quelque chose sur un de ces territoires-là, cette hyper-spécialisation fait que l'ensemble du monde tremble. Mais pour la fabrique de la ville, la question est aussi posée sur la façon dont on construit aujourd'hui nos villes, dont on les a construits. Par exemple, quand un bâtiment doit se transformer, on s'aperçoit trop souvent qu'il a été suroptimisé pour son premier usage. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver ce point sur lequel on a répondu de la façon la plus efficiente. C'est peut-être pas le terme, je sais pas, vous allez me dire. En tout cas, optimal, aux besoins du moment, aux besoins du jour de la construction, plus exactement de l'écriture du programme. Souvent, au moment de la construction, c'est déjà un peu obsolète et au moment de l'ouverture du bâtiment, c'est déjà plus ça. Mais peu importe, en tout cas, on est venu chercher une optimisation à la fois en nombre de mètres carrés, en coût, etc., qui fait que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, quand le premier usage est éteint, c'est parfois difficile de l'adapter, ce bâtiment, pour porter un deuxième usage. Et on est parfois contraint de passer par ce cycle de démolition, reconstruction qui nous fait perdre toute cette énergie investie dans la structure ou tous ces matériaux qui ont été positionnés là. On est bien sur une stratégie de suroptimalité là-dessus. Le sous-optimum aurait pu être de faire une structure quelque part un peu agnostique, un peu adaptée, un peu, peut-être pas à tous les usages, mais en tout cas à un deuxième usage, peut-être même à ce troisième usage qu'on n'est même pas capable d'imaginer, de façon à avoir une structure qui, elle, est pérenne dans le temps. Mais qui pour autant est peut-être moins optimisé à un instant T. Donc ça veut dire que typiquement on va investir plus à un moment, plus d'argent peut-être, mais pour avoir un bâtiment qui n'aura pas 20 ans ou 30 ans de durée de vie, mais peut-être 50 ou 70. On voit bien que ça c'est raccord avec les objectifs du moment, les enjeux les enjeux du siècle, comme j'aime à le dire. Alors, vous avez commencé à explorer ces pistes de finalement de traduction de ces stratégies du vivant dans la fabrique de la ville ou dans nos modes de pensée autour de la ville. Quelles autres pistes vous avez pu commencer à élaborer? Pour moi, il y a un point clé qui est le concept d'auto-organisation. Parce que donc les systèmes vivants sont auto-organisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'architecte en fait. Donc les architectures du vivant, c'est des architectures sans architecte, donc qui sont des propriétés émergentes d'interaction locale, quoi. Donc c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Et bon, après, évidemment qu'on peut pas faire que de l'auto-organisation quand on fait des architectures ou de l'urbanisme. Il y a quand même une partie de top-down qu'il faut venir, mais c'est quand même intéressant de questionner la part d'auto-organisation qu'on peut imaginer pour l'urbain, et notamment c'est de l'implication des citoyens en fait. C'est-à-dire que l'exemple du canal de Suez par exemple, voilà, c'est du top-down de 100%, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gouvernement qui a décidé de faire un canal, après il y a un industriel qui a fait des porte-conteneurs, qui a un autre qui a décidé les conteneurs. Donc c'est tout top-down, quoi. Les citoyens n'ont pas la main, c'est vraiment les citoyens sont des sous-traitants finalement. Ils ont plus la main. Si on fait une part d'auto-organisation, donc moi je pense dans la ville à l'habitat participatif par exemple, c'est qu'on peut faire des choses avec les citoyens et vraiment co-construire avec les citoyens. Et là c'est robuste, mais cette fois socialement. C'est-à-dire qu'en fait,
le citoyen a un peu la main sur la réparation de son habitat, sur le changement de destination. C'est qu'en fait, quand il dessine, entre guillemets, son habitat, en fait, il pense déjà à des évolutions futures, aux enfants, à accueillir des amis, avoir une terrasse pour faire quoi que ce soit, enfin, ou une voiture partagée. Enfin, c'est assez flexible de ce côté-là. Et ça, pour moi, c'est une piste intéressante qui a des échos avec ce que je raconte sur la sous-optimalité du vivant et qui, en fait, existe déjà aussi. Hein. Ce qui veut dire aussi que c'est pas de la science-fiction, quoi. On peut l'imaginer aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous avez identifié aussi des pistes sur ce caractère, pareil, sur ce thème d'auto-organisation? Il y a aussi l'idée d'avoir peut-être des échelles plus réduites ou en tout cas des systèmes moins centralisés qui sont par nature fragiles. Hein. Oui. Exactement. Alors, le vivant est totalement décentralisé. Hein. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'on a un petit peu l'image. Enfin, le vivant, souvent, on pense à l'être humain. Alors du coup, on voit une tête et on se dit, c'est quand même centralisé tout ça. Mais en fait, non. Le vivant est très, très, très décentralisé. Bon, il y a eu plein de livres et de films là sur les histoires des forêts, et de toutes les interactions, les communications par les racines via les champignons entre les arbres. Mais c'est vrai en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, notre corps humain ne s'arrête pas à notre épiderme. Il intègre l'habitat. Et donc là, en fait, c'est là qu'on rejoint la ville, finalement. C'est en fait être dans son appartement ou dans sa maison. Les murs de sa maison, c'est un peu notre biologie, finalement. C'est très poreux, quoi. Il y a pas une limite franche. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la construction de niche en biologie. Et en fait, on voit bien ce qui se passe, quoi. C'est que nos actions débordent largement, quoi. Ça s'arrête pas à l'épiderme. Et donc, en effet, ça peut faire écho à la sous-optimalité aussi de ce côté-là. Et donc, sur les systèmes urbains, notamment, cette question de décentraliser les réseaux, en tout cas les déconcentrer, ça fait partie sans doute de pistes de pistes de réflexion vers plus de résilience. Il y a d'autres pistes que vous avez pu imaginer sur ces inspirations du vivant sur la façon de construire la ville? Oui, après, il y a les fameux biens communs, oui. Bon, qui rejoint un petit peu l'habitat participatif aussi. Mais donc ça, c'est tout le travail d'Elinor Ostrom sur la gouvernance des communs, qui en fait, c'est vraiment très intéressant parce que ce que propose Elinor Ostrom quand elle fait une sorte de méta-analyse de pas mal de biens communs sur la planète, elle tombe sur 8 principes de base pour gouverner des biens communs, et ces 8 principes font à peu près tous appel à de la sous-optimalité. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup d'hétérogénéité, c'est décentralisé, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut que les sanctions soient faibles. Enfin, c'est très intéressant. Alors après, faut se méfier, hein, quand même. Faut quand même que je mette un petit bémol, c'est que plaquer le vivant sur des systèmes sociaux, faut faire attention. Ça a déjà été fait par le passé et ça peut nous amener quand même dans des impasses aussi. Mais il y a quand même parfois, avec un regard un peu critique, ça peut être inspirant. Et donc, l'exemple des biens communs, c'est pour moi une sacrée piste pour l'avenir. On peut en effet, plutôt que de chercher la solution, rester à cette échelle d'inspiration dans laquelle on était. Et je pense notamment justement par le développement d'un certain nombre de concepts, regarder finalement, changer un petit peu de regard sur ce qu'on fait au quotidien et notamment sur les réflexes qu'on a au quotidien. On parlait, la suroptimisation des programmes ou des réponses aux programmes dans les réponses architecturales. Finalement, des démarches peut-être plus top-down plutôt que de s'appesantir un peu plus sur la question de l'utilisateur. Et puis finalement aussi la recherche soit de masse critique, soit d'économie d'échelle au travers de la centralisation, mais qui en même temps deviennent des éléments de fragilité quand le contexte change. Or, le contexte change, le contexte va changer. Voilà. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à on ne sait pas quoi, en fait, donc justement à l'inconnu, en tout cas au changement, que ce soit le choc ou des changements plus attendus, mais dont on ignore finalement à la fois la date d'arrivée et les modalités. On pourra là-dessus s'inspirer donc de quelques leçons du vivant. On va mettre évidemment et inviter les auditeurs à écouter l'ensemble de votre cours. Je pense que chacun pourra y picorer un point d'inspiration en fonction aussi de son mode d'action aussi sur la ville ou sur le territoire. Est-ce que pour finir et pour compléter plus exactement ou pour se lancer même dans ces réflexions-là, vous auriez quelques autres sources d'inspiration comme des pistes de lecture, des films ou une expo par exemple à nous conseiller pour prolonger cette discussion? Oui, alors
Bon, moi, ce que j'aime bien, alors, je peux peut-être en donner. Bon, peut-être je peux commencer par Michel Serres et le contrat naturel. Ça me paraît être un bon début parce que c'est dans ce que dit Michel Serres dans le contrat naturel, c'est un peu cette idée qu'il faut transformer le contrat social, enfin l'élargir finalement, élargir le contrat social à notre lien à la nature finalement, à l'environnement. Et il y a beaucoup de... Que les non-humains font partie du tour de table finalement. Voilà, exactement. Que c'est dans toute transaction, il y a un non-humain qui est toujours là en fait. C'est juste qu'il est souvent invisibilisé, mais il est bien là. Et dans le texte du contrat naturel, en fait, il y a presque en subliminal de la sous-optimalité déjà. Michel Serres, à un moment, il parle du fait que ce qui fait la robustesse des systèmes, c'est qu'il y a du jeu dans les rouages. C'est ça, c'est finalement une fragilité qui permet que le système fonctionne. C'est ça, c'est très sous-optimal. On le voit partout dans le livre. Donc, le contrat naturel, ça peut être un... Après, moi, il y a mon philosophe, moi, c'est Gaston Lagaffe. Donc, je pense que Gaston Lagaffe, c'est un philosophe de la source tout à fait légitime chez Dixit, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu le anti-héros, mais même d'ailleurs, les anti-héros en général sont très inspirants parce que justement, en général, ils se positionnent contre la performance et ils convergent vers la sous-optimalité. Donc, c'est assez intéressant. Je prends Gaston Lagaffe, mais il y en a d'autres qui peuvent être aussi inspirants. Et sur les expos, alors, j'ai pas une expo comme ça en tête, mais j'ai envie de dire que dans l'art contemporain, en fait, quand on a une lecture, si on a un petit peu l'anthropocène en tête, et puis la sous-optimalité, ou les deux, ou l'un des deux, et qu'on va voir une expo d'art contemporain, en fait, ça donne une grille de lecture très intéressante à chaque fois, quoi. Ou quasiment à chaque fois. Je sais pas, je pourrais penser à Fabienne Verdier, par exemple. Il y avait une super expo à Aix-en-Provence. Elle fait des peintures de calligraphie là, et qui sont pas abouties, c'est des ébauches, tout ça. Mais en fait, vu qu'on utilise notre imagination pour finir, pour explorer, en fait, on est impliqué dans la construction de l'œuvre d'art. Et ça aussi, c'est très sous-optimal. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'a pas optimisé l'œuvre d'art pour qu'elle soit parfaite. Au contraire, on laisse beaucoup d'espace pour un dialogue avec celui qui regarde. Et donc, elle sait elle-même s'adapter finalement à chacun. Exactement. Merci beaucoup pour ces conseils. Nous ne manquerons pas donc de mettre les liens vers ces différentes pistes et notamment vers des albums de Gaston Lagaffe dans la description du podcast. Donc, merci beaucoup Olivier Amand pour cet échange. On ne manquera pas de suivre. J'ai entendu parler de la sortie d'un ouvrage à l'automne. On ne manquera pas de suivre tout ça. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.